Très bien, merci beaucoup. Donc c'est vrai que je vais avoir... alors je n'ai pas de PowerPoint, je n'ai pas d'image, j'ai des mots et plutôt voilà, des questionnements à vous proposer. Donc je suis enseignante chercheur en géographie aménagement. Mes recherches portent effectivement sur l'action culturelle territoriale, donc je pense que c'était au départ à ce titre-là qu'on m'avait proposé d'intervenir. Également, je suis responsable d'un master aménagement et projet de territoire dans lequel je tente de persuader les étudiants que travailler avec les acteurs culturels, les acteurs artistiques peut venir enrichir ces projets de territoire, voire les bousculer. Donc non pas les instrumentaliser, Dani, non, mais voilà, venir se faire bousculer par les artistes et les acteurs culturels. Alors finalement, je ne vais pas aborder cette question-là, mais bien plutôt celle de la transformation des espaces publics. Donc c'est vrai qu'au départ, je crois que je devais intervenir en début de matinée, puisque la question qui est posée dans le programme, c'est finalement la capacité de l'art à transformer les espaces publics. Mais dans cette question, il y a une sorte d'implicite qui serait « il faut transformer les espaces publics ». Et donc, ce que je propose d'explorer avec vous, c'est comment les espaces publics, dans ce qu'ils sont, et en particulier dans la définition qu'ils ont dans les sciences humaines et sociales, et en particulier en géographie, viennent finalement poser un certain nombre de questions à l'action urbaine. Et je vous laisserai faire par vous-même, en quelque sorte, tous les parallèles et construire tous les échos qu'il peut y avoir entre problématiques urbaines et problématiques culturelles et artistiques. Donc je vais développer 3 points. Un premier point sur la difficulté et le foisonnement des définitions autour des espaces publics. Alors il nous a pas mal été rappelé tout à l'heure par mon collègue de l'ISDAT qu'on pouvait aussi considérer l'espace numérique comme étant un espace public. Je vais m'attarder néanmoins aux espaces publics urbains, puisque c'était le sujet, en tout cas, c'est le fil conducteur de ce programme. Déjà, peut-être rappeler qu'on a, dans les sciences humaines et sociales, tendance à distinguer l'espace public au singulier, qui est un espace public immatériel, où se situe le débat et notamment des positionnements de bourgeois au XVIIIe siècle vis-à-vis du pouvoir. C'est tout ce qu'a développé Habermas en sociologie, histoire et beaucoup repris en sciences politiques. Et pour ce qui est de l'utilisation du terme d'espace public en géographie, en aménagement, urbanisme, le terme apparaît beaucoup plus tardivement et est utilisé plutôt au pluriel. Donc on est sur les espaces publics avec une dimension beaucoup plus matérielle qui vient évidemment questionner l'action sur la ville, dans la mesure où pendant longtemps l'espace public dans la ville, c'était les espaces non construits. Même si ça nous a été rappelé pour Barcelone, le plan Cerdà, par exemple, avait envisagé bien des espaces non construits comme ayant une fonction d'échange, mais avec néanmoins des fonctions très, très attribuées. La circulation, la fonction commerciale, par exemple, en étaient 2 fonctions principales. Alors, généralement, on a 3 caractéristiques, je vais dire, des espaces publics, en particulier en aménagement et urbanisme. C'est d'abord les espaces publics comme étant des construits dans leur matérialité. Il y a une place, un parc, un boulevard. C'est une construction qui, généralement, correspondent aussi à des nœuds dans le fonctionnement de la ville. Un des objectifs, bien entendu, de l'urbanisme, c'était bien de contrôler ces nœuds et ces lieux non construits.
Ce qui m'amène à rappeler la deuxième caractéristique principale des espaces publics, qui est finalement qui constitue des lieux de pouvoir, d'expression du pouvoir. Bon, là, je peux juste rappeler tout l'enjeu en France actuellement, le samedi après-midi, de la qualification des espaces publics dans certains espaces, hein, où viennent se confronter un pouvoir et des revendications de partage du pouvoir. Et on voit bien tous les débats aujourd'hui sur les lieux de manifestation, les lieux de parcours des manifestations, renvoient bien entendu à ces échanges. Et les lieux de collision sont loin d'être anodins. Troisième caractéristique, beaucoup de recherches en géographie et dans la compréhension des villes se sont attachées à analyser les espaces publics pour finalement comprendre le fonctionnement des villes. Et en particulier, on a deux modèles urbains assez, on va dire, typés, mais il y a bien sûr des déclinaisons pour chacune. D'abord, des espaces publics où, dans la ville dense, dans la ville plutôt occidentale d'ailleurs, qui sont des lieux d'échange, de confrontation assumés, où les regroupements, l'effet carrefour des espaces publics est tout à fait revendiqué. Et puis, se sont développés d'autres modèles urbains, notamment à la périphérie des villes, et puis dans d'autres, notamment je pense à l'Amérique du Nord, où les espaces publics n'ont pas du tout cette fonction d'échange et de confrontation, mais sont plutôt des espaces de transit, voire de fracture dans des villes très fragmentées. Certains iront jusqu'à dire des villes ghettoisées, où là l'espace public est plutôt considéré non pas comme un lieu d'échange et d'interaction, mais plutôt comme autant de barrières, hein, qui, notamment, par exemple, peuvent séparer des quartiers. Alors, à ces trois caractéristiques, qui sont beaucoup analysées aujourd'hui, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est vrai qu'en aménagement urbanisme et dans la recherche en géographie urbaine aujourd'hui, c'est une notion qui est très utilisée, très débattue aussi. Et on voit bien que cette saisine, hein, de cette notion s'explique aussi par des brouillages qui petit à petit s'imposent pour la compréhension de ce qu'est la ville contemporaine et de ce que sont les sociétés urbaines. Donc je peux citer plusieurs brouillages, notamment celui le brouillage public-privé, puisque pendant longtemps, donc, je reviens sur un élément de définition, l'espace public, c'est un espace donc, dont, a priori, la domanialité est publique. Hein, donc il y a bien cette idée d'ouverture et de non... domanialité publique, je m'arrête là, parce que je crois que c'est assez clair. Et finalement, aujourd'hui, on voit bien qu'on assiste à un double mouvement, un mouvement de privatisation de l'espace public et un mouvement de publicisation, en quelque sorte, de l'espace privé. Donc là, je donne deux exemples très faciles, je crois, à repérer dans nos pratiques. C'est l'importance dans certaines périphéries urbaines, notamment compris les galeries marchandes, qui sont des galeries marchandes, donc des espaces tout à fait privés, mais qui jouent bien un rôle, hein, d'espace public comme étant un espace de confrontation, d'échange, de déambulation, d'expression sociale assumée.
L'inverse est également tout à fait visible. La privatisation de l'espace public, c'est aujourd'hui une problématique dont on entend beaucoup parler, avec, alors l'exemple peut-être le plus commun, c'est l'effet de terrasse, hein, toutes ces terrasses de café qui s'installent dans des espaces publics et qui finalement obligent à des pratiques privées, commerçantes, marchandes, pour fréquenter des espaces initialement donc publics. Donc c'est un premier brouillage, hein, entre public et privé. Un deuxième brouillage, c'est celui entre ce qui relève de l'intime et ce qui relève du collectif, puisque, alors on a souvent tendance à dire que l'espace public, c'est le lieu de la cohésion, de la rencontre, mais c'est aussi l'espace de conflit, c'est aussi l'espace de la différenciation, c'est aussi l'espace de la mise à distance. J'y reviendrai un petit peu. Et on voit bien que dans l'espace public se joue certes un enjeu de faire ensemble, faire cohésion, mais aussi se joue beaucoup d'interactions interpersonnelles. Hein, donc le côté voilà, un peu parfois enjolivé de l'être ensemble n'est pas forcément aussi simple. Et puis un autre brouillage, mais qui me semble être, alors surtout se poser dans l'urbanisme et probablement chez les architectes. Et là, je pense que évidemment le séminaire d'aujourd'hui peut alimenter ce questionnement, c'est dans quelle mesure aujourd'hui les espaces publics sont considérés comme des espaces d'attractivité, des espaces qui caractérisent, alors je dis le mot attractivité avec beaucoup de guillemets parce que c'est un terme que je n'aime pas du tout, parce que pour moi souvent il empêche de poser certaines questions, mais aujourd'hui, on a des actions sur l'espace public qui sont censées faire symbole, hein, pour identifier et caractériser la ville. Et ce que plusieurs chercheurs ont observé, c'est que malgré cela, on a une standardisation d'intervention sur l'espace public qui est assez confondante avec le même usage de mobilier urbain, avec des surfaces au sol qui sont assez souvent répliquées, avec également, hein, par exemple, alors en France on est les champions, en Espagne vous êtes un peu plus inventif, mais par exemple en Europe du Nord bien plus, une standardisation des jeux pour enfants qui est assez triste finalement et très normée. Et donc on a ce paradoxe, hein, entre désir d'identité, désir de caractériser la ville et puis standardisation. Alors suite à ces présentations assez rapides de ces définitions et de ces brouillages, je voudrais terminer par l'identification de trois problématiques que révèle l'analyse des espaces publics aujourd'hui, trois problématiques donc pour la ville contemporaine. D'abord, donc pour ça, j'ai fait une sorte de revue de littérature pour voir comment aujourd'hui les recherches qui émergeaient et qui approfondissaient la notion d'espace public pouvaient bien entendu aussi interroger les acteurs culturels que vous êtes. Donc j'ai fait une sélection, on va dire. D'abord, première problématique, c'est celle des pratiques dans l'espace public comme reflet de la problématique de l'accès à la ville et à la vie collective urbaine. Donc aujourd'hui, on a de nombreuses recherches qui portent sur l'égalité de l'accès à la ville, mais surtout sur les facteurs d'inégalité d'accès à la ville et finalement l'accès à
l'espace public en est un bon révélateur. Donc on a des recherches de plus en plus approfondies sur la question du genre et espace public, comment aujourd'hui on se rend compte à quel point les femmes sont souvent exclues de l'espace public de par leur organisation, de par leur non-éclairage, etc. etc. Et ça a été jusqu'à la reconnaissance dans la politique de la ville, donc les quartiers d'habitat social, de collectifs de marcheuses qui, donc, par leur lecture de l'espace public des quartiers d'habitat social, ont su révéler en quoi elles étaient exclues de ces espaces. Mais on retrouve, donc là c'est une analyse de genre, mais on retrouve également la question, les inégalités d'accès générationnelles. Les espaces publics sont très peu faits pour les personnes âgées, peu mobiles, sont très peu faits pour les enfants. De toute façon, la ville n'est que très peu pensée pour les enfants, et les espaces publics notamment, à part donc là où on les parque derrière les barrières pour aller faire un peu de toboggan. Et puis des recherches aussi plus récentes et qui me semblent très importantes à considérer, et bon, qui parleront sûrement bien aux collègues barcelonais, c'est des recherches qui montrent à quel point aujourd'hui beaucoup de transformations des espaces publics visent en fait à la mise en tourisme des espaces publics, vise à certaines fonctions, et notamment la fonction de transit piétonnier de certaines personnes, et par contre nie de plus en plus l'idée de la nonchalance, l'idée de l'immobilité résidentielle en particulier. Et on a une très belle recherche sur l'aménagement du cours de Belzunce à Marseille qui montre comment, par le choix du mobilier urbain, par le choix des circulations qui ont été valorisées, certaines pratiques, notamment touristiques et commerçantes, sont valorisées, et d'autres pratiques qui étaient plutôt à l'origine sont mises à distance. Deuxième problématique, celle de l'intégration des émotions et des affects dans l'analyse urbaine et dans la production urbaine. Donc là, c'est peut-être une évolution qui parle davantage directement, notamment aux artistes, mais je crois que ça ne devrait pas être que pour eux que ça parle. Donc on a une géographie des émotions qui se développe aujourd'hui, qui prend en considération, pour comprendre les espaces et aussi pour en comprendre finalement le sens et les trajectoires possibles, prennent en considération donc les ambiances, qu'elles soient sonores, olfactives, et également les émotions que certains lieux provoquent. Donc vous avez des recherches, alors là je pense notamment à des collègues de Saragosse qui ont développé toute une recherche sur les émotions provoquées par les lieux et le repérage d'émotions, par exemple la colère, la peur, la joie, non pas devant des œuvres, mais du fait d'être dans un espace ouvert et public. Donc on a dans cette on va dire dynamique-là beaucoup de recherches qui aujourd'hui sont d'actualité puisqu'elles analysent le rapport entre nature et ville et dans quelle mesure la présence de la nature procure aussi des émotions, plutôt des émotions d'apaisement d'ailleurs, mais ça peut être aussi des émotions de surprise, par exemple avec le changement de couleur, le changement de forme selon les saisons. Troisième et dernière problématique, donc celle de, on en a un peu plus parlé tout à l'heure et puis je pense que vous y reviendrez, celle de l'acceptation du détournement, celle de l'acceptation de l'expérimentation et de l'incertitude face à notamment le fonctionnement urbain et le fonctionnement des espaces publics. Bon, il y a eu de très nombreux ratés
en urbanisme, en architecture, sur l'aménagement des espaces publics. Le raté local, c'est la place Occitane, qui à Toulouse est faite, refaite, refaite et n'atteint toujours pas ses objectifs. On a également beaucoup, et sûrement c'est tant mieux, beaucoup de détournements d'espaces publics qui avaient été imaginés pour certains usages et ne l'ont pas été et ont été utilisés et occupés autrement. Et finalement, aujourd'hui, on a de nombreuses recherches, alors pas mal en recherche-action d'ailleurs, des chercheurs et des acteurs qui visent à comprendre comment, par l'expérimentation, par l'acceptation donc de l'incertain, on peut faire des aménagements publics à la fois évolutifs et plus à même de répondre aux besoins. Voilà, donc je termine par ça, juste pour donc dire à quel point pour moi ces trois problématiques que l'on peut rappeler, l'accès, l'émotion et l'incertitude, sont autant de problématiques donc, qui interrogent aujourd'hui et qui permettent de lire aujourd'hui de nombreux enjeux dans le fonctionnement urbain contemporain et évidemment qui interpellent, j'espère, voilà, l'action artistique et culturelle dans les espaces publics.